Bonjour à tous et bienvenue dans ce Space Cake numéro 14 où nous allons parler des canaux de paiement, Payment Channel, notamment Lightning. Salut. Salut. Ouais, désolé pour le retard. J'étais en train de manger. Et je vois que vous avez déjà commencé du coup. Bon, des claquettes en Non, mais c'est très bien. Parce que justement, c'est important la notion historique de comment on en est arrivé là, quoi. Parce que c'était quand même pas évident au début. Même si l'idée est ancienne, comme tu dis. Ça ne l'est toujours pas évident. Ah non, clairement, mais c'est assez. Enfin là, je relisais le papier de Drija et je trouve ça par exemple très drôle que Drija il supposait qu'on avait Siga chez Niprevout en fait depuis le début. Ah bon Et genre, je me rappelais plus ça quoi. Mais c'est vraiment pour lui, c'était impossible à faire sans du Siga chez Niprevout en fait. Ah ouais? Ouais, C'est quand même 3 et toujours on l'a toujours pas. Ouais, ouais. Donc je sais pas là, vous avez démarré l'enregistrement là pour le Space ou pas du coup? Je crois pas, non. Ok. Je l'ai démarré un poil en retard quand il a commencé à faire le historique, mais vous pouvez faire comme ça, puis j'enregistrerai l'intro à part aussi. Ok. Ouais, donc bon, t'as déjà dit énormément de choses, mais c'est cool. Bah, enfin là aujourd'hui, enfin évidemment vu la complexité du sujet, ce sera pas fait en un seul space cake, évidemment. Donc là, celui d'aujourd'hui, c'est Payment Channel. Donc en fait, l'objectif, c'est de regarder un élément de ce qui fait le Lightning Network aujourd'hui, et donc c'est la notion de canaux, la notion de canal de paiement. Et je vais pas beaucoup discuter des aspects liés au routage de paiement aujourd'hui parce que bah, c'est un sujet en lui-même. Et c'est encore plus compliqué. Donc déjà, il faut déjà comprendre un peu que le concept, un peu creuser le concept de canal de paiement. Et puis après, je pense que dans un prochain Space Cake, on fera un Space Cake sur le routage des paiements, enfin faire interfacer tout ça, quoi. Tous les canaux de paiement ensemble et créer le réseau, justement. Donc là, on parle pas du réseau, on va parler uniquement d'un morceau du réseau, en fait, des arêtes du réseau. Et donc, comme tu disais, l'idée d'utiliser des canaux de paiement, comme tu disais, Sosten, c'est une très vieille idée. Et moi, je vais reprendre un peu cette approche de commencer par un peu une approche un peu haut niveau. Quelle est l'idée générale du canal de paiement? Et puis après, on va aller dans les détails. Alors, moi, Ouais, je sais déjà, rien que le terme de. voilà. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, moi, je pense que dans le cas du Lightning Network, c'est un bon mot, mais effectivement, ça peut restreindre le champ des possibilités qu'on aurait pu imaginer. En fait, moi, je trouve un meilleur nom, ce serait quelque chose comme Covenant Multiparty, quoi, un truc de ce Euh, type-là. ok, Mais je suis pas sûr finalement. C'est voilà, plutôt mais mal bon, en fait. le problème, c'est qu'on maîtrise très mal la notion de covenant sur Bitcoin encore à l'heure actuelle, donc parce qu'on n'en a pas beaucoup. Mais pour moi, les canaux de paiement, c'est un exemple de covenant sur Bitcoin qui est partagé entre plusieurs parties. Donc un C'est UTXO, ça. ça, on va rester qui normalement Voilà. est pas. C'est pas faisable de manière. Enfin, il y a une façon de le faire, c'est d'utiliser des transactions pré-signées et de jeter les clés privées. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe dans Lightning. Il y a des transactions pré-signées, mais on jette pas les clés, quoi, puisqu'on va vouloir les réutiliser. Ouais, alors on peut dire c'est de par le fond du C'est ça. TXO C'est ça. Ouais. et Ouais. de donner des. Aujourd'hui, quand on parle de Covenant, on parle beaucoup d'effectivement mettre des scripts pour contraindre la dépense de l'UTXO. Mais voilà, d'une certaine façon, les transactions pré-signées, c'est une manière de faire des covenants sans utiliser d'opcode, mais c'est bon, effectivement, c'est beaucoup moins pratique et c'est beaucoup plus dur à gérer. Les gens de Révolte pourront en témoigner. Voilà, d'une certaine façon, pour moi, Lightning, c'est une sorte de covenant, sauf que bah, c'est un covenant dans un multisig, en fait. Voilà. Bon. Donc moi, sur une approche un peu haut niveau, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on cherche à résoudre exactement avec le canal de paiement? Bah, le principal problème qu'on a sur Bitcoin, c'est que quand on fait un paiement, celui qui doit recevoir le paiement a besoin d'une confirmation des mineurs pour pouvoir commencer à accepter l'idée qu'il a bien reçu son argent. Voilà, donc, on pourrait évidemment prendre la fameuse situation de on veut payer son petit café en Bitcoin, donc on fait une transaction on-chain, et en fait, soit le vendeur il fait confiance au zéro conf, donc à des transactions qui ne sont pas de confirmation. Et dans ce cas-là, on a notre café et on s'en va. Soit on attend au moins une confirmation. Et dans ce cas-là, on attend au minimum, enfin en moyenne 10 minutes. Et si on a mal
mal régler les frais, ça va être plus que 10 minutes. Donc évidemment, c'est compliqué. Euh, et donc, on aimerait trouver une solution pour pas avoir à attendre de confirmation. Et donc, il se pose une question toute simple. Existe-t-il des transactions Bitcoin pour lesquelles on n'a pas besoin d'attendre de confirmation? Et il y a des transactions que vous faites assez souvent, en général, quand vous utilisez Bitcoin, pour lesquelles vous n'avez pas besoin d'attendre de confirmation. En fait, c'est les transactions de consolidation, par exemple, quand on consolide ses propres UTXO, on n'a pas besoin de mettre, on fait ça avec les frais minimaux parce que on n'a pas besoin de se faire confiance sur le fait qu'on ne va pas nous-mêmes double dépenser la transaction. Ou que si on le fait, c'est parce qu'on a envie de le faire. Donc, il n'y a pas de risque à ne pas vérifier que notre consolidation, elle a bien été confirmée rapidement. Donc, en général, on met des frais très bas parce qu'on n'a pas besoin d'attendre des confirmations. Et donc, en fait, pourquoi on n'a pas besoin d'attendre des confirmations? Parce que la seule personne, enfin, pour pouvoir créer une autre transaction qui double dépenserait, il y a besoin de notre signature pour faire double dépenser notre transaction de consolidation. Et donc, ça, c'est l'approche du canal de paiement, c'est de dire, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos fonds dans un multisig partagé entre celui qui paye et celui qui reçoit. Et lorsque l'on va vouloir redistribuer les fonds pour faire le paiement, eh bien, on n'aura pas besoin d'attendre, le receveur n'aura pas besoin d'attendre une confirmation de cette transaction qui redistribue les fonds depuis ce compte commun qu'est le multisig two of two, parce que sa signature est nécessaire pour faire la dépense. Donc, on ne peut pas double dépenser puisque on a besoin de la signature de l'autre personne pour le faire. Et donc, effectivement, donc ça, on appelle ça un canal de paiement, mais en fait, c'est un sorte de compte joint dans lequel on peut se payer l'un l'autre sans avoir à attendre de confirmation. Maintenant, évidemment, le problème, c'est que si on dit juste ça, on ne peut faire des paiements que dans un seul sens. Et donc, effectivement, les premiers canaux de paiement, les premiers concepts, ils ont toujours été unidirectionnels, puisque on doit redistribuer les fonds de façon à ce que personne ne soit incité à redistribuer les fonds différemment de la dernière fois qu'on s'est accordé sur comment redistribuer les fonds. Donc l'idée, c'était de dire, par exemple, si j'ai un Bitcoin et que je sais que je vais régulièrement prendre des cafés chez quelqu'un, j'ouvre un canal de paiement avec ce Bitcoin, avec, euh, ça peut être un barman, enfin voilà, enfin, la personne, le vendeur. Et puis, si le café coûte 0,1 Bitcoin, je lui envoie 0,1 Bitcoin en lui signant une transaction qui dépense depuis le compte multisig le Bitcoin de façon à me redonner 0,9 Bitcoin et donner 0,1 Bitcoin à celui qui m'a vendu son café. Et cette personne, elle n'a pas besoin d'avoir de confirmation de cette transaction. Cette personne, elle n'a pas besoin de confirmation, donc elle n'a pas besoin de broadcaster cette transaction et donc elle peut la garder. Et donc, si j'achète un autre café plus tard, je peux simplement lui signer une nouvelle transaction dans laquelle, à la place de recevoir 0,1, il reçoit maintenant 0,2 et moi 0,8 et ainsi de suite. Mais on voit que ça ne marche que dans un seul sens, puisque si jamais euh, la personne qui tient le café devait me rembourser un café, maintenant que je lui ai donné une transaction signée qui lui donne un peu plus de fonds, eh bien, il est tout incité à broadcaster cette transaction à la place de broadcaster une autre transaction qui me renverrait des fonds à moi pour me rembourser. Et donc, tous les canaux, le modèle d'incentive des canaux et d'incitation de ces canaux était toujours unidirectionnel. On ne pouvait pas faire en sorte, de manière safe, de le faire dans l'autre sens. Et on voit en fait que l'idée de cette idée-là de faire un canal de paiement, ça a souvent été rapproché avec ce qu'on appelle les bar tabs, ou en gros les notes de bar. C'est quand on prend quelque chose au bar, on paye pas tout de suite. En général, il y avait une période où on mettait ça sur la note, comme on dit, et on payait tout à la fin. Et en gros, là, l'idée, c'est qu'effectivement, la comptabilité des paiements, elle était déportée sur un accord tacite entre moi et le barman sur le moment. Et en fait, c'est ça l'idée, c'est que dans le papier sur le Lightning Network, vraiment l'idée, c'est de dire, bon, dans Bitcoin, on a besoin de confirmation parce que tout le monde doit être au courant de toutes les transactions, justement pour éviter la double dépense. Et en fait, les canaux de paiement, c'est un concept pour faire en sorte que plutôt que d'avoir un registre global et mondial sur tous ceux qui ont un nœud Bitcoin, on va plutôt gérer nous-mêmes un registre local. Et cette idée de faire des multisigs, c'est comme ça qu'on va pouvoir effectivement créer des registres locaux dans lesquels on va s'arranger entre nous sur les transactions sur lesquelles on est d'accord, et après settle on-chain. Et donc évidemment, il y avait plein d'obstacles à faire ça correctement. En fait, même le modèle de canal unidirectionnel
que j'ai décrit précédemment, il est même pas safe d'utilisation puisque tout comme le Lightning Network aujourd'hui, il peut être attaqué via la malléabilité des transactions. Donc l'idée, la chose qui rend très difficile, qui a rendu indispensable le fait d'avoir une protection contre la malléabilité des transactions, c'est que si lorsqu'on va créer une transaction pour payer quelqu'un pour faire un canal de paiement, eh bien, il faut qu'on soit sûr de pouvoir récupérer nos fonds. Et donc, on va demander à notre contrepartie de signer une transaction qui va nous permettre de récupérer nos fonds si on est la personne qui ouvre le canal de paiement. Et le problème, c'est que donc on va demander les signatures de cette transaction qui dépense les fonds du canal de paiement, on appelle la commitment transaction. On lui demande de la signer et ensuite on va nous broadcaster la transaction de funding qui va créer le canal de paiement, donc mettre de l'argent sur une UTXO qui sera contrôlée par un multisig 2 of 2. Et le problème, c'est que notre contrepartie peut prendre notre transaction de funding, peut faire de la malléabilité dessus, donc modifier la signature ou les scripts de dépenses si c'est possible, et donc changer en fait la partie script sig de cette transaction, puisque c'est ça qui peut être modifié tant que la transaction n'est pas confirmée. Et en faisant cela, il va modifier l'identifiant de la transaction. Et comme on avait dit dans le SpaceCake précédent sur SegWit, comme on utilise ces identifiants et qu'ils dépendent du script SIG, eh bien, en modifiant l'identifiant et qui sert de référence lorsqu'on va vouloir broadcaster notre transaction, notre commitment transaction, eh bien, comme cette référence n'est plus la même, eh bien, la commitment transaction qu'il nous avait signée n'est plus valide. Elle ne dépense plus une UTXO qui existe puisque le nom de notre UTXO est changé parce qu'on a modifié la transaction avant qu'elle soit confirmée. Et donc, si cette transaction concurrente qui a été produite par notre contrepartie venait à être confirmée à la place de la nôtre, eh bien, les fonds seraient bloqués dans un multisig 2 of 2 et donc notre contrepartie pourrait nous, nous faire du chantage, enfin nous retenir les fonds et nous demander une rançon si on veut les récupérer. Donc évidemment, c'est inenvisageable d'avoir ce genre de choses. Et donc, cette attaque, elle est aussi présente sur le concept de canal unidirectionnel quelque part. Et donc nous, on a eu la chance de faire une soft fork qui s'appelle SegWit pour résoudre le problème de cette malléabilité de la transaction. Et donc c'est pour ça que quand on veut ouvrir un canal de paiement, quel qu'il soit, il faut le faire avec des adresses qui sont SegWit. Il y a quand même une chose qui est dite dans l'article sur le Lightning Network de Drija, c'est qu'on aurait pu utiliser, si on l'avait faite, la soft fork Sigash AnyPrevout qui sert à faire L2. On aurait pu l'utiliser non pas pour faire le système L2, puisque c'est pas ce que proposait Drija lorsqu'il a proposé le Lightning Network, mais au moins faire des canaux qui fonctionnent indépendamment de la malléabilité des transactions. Alors pourquoi? Parce que Sigash AnyPrevout, c'est un flag de signature, donc c'est une manière de signer qu'on signale au réseau, et dans lequel on va dire, eh bien moi, ma signature, elle n'est pas valide que pour l'UTXO que j'ai signé, elle est valide pour n'importe quel UTXO qui aurait besoin du même script de dépense que celui que j'ai réussi à satisfaire, qui utilise le même type d'adresse, exactement la même adresse. Et donc en faisant ça, on résout le problème que posait la malléabilité des transactions, en tout cas en termes protocolaires sur ce qu'est un canal de paiement. Et donc là, ce serait plus un problème que effectivement l'identifiant de la transaction funding a été modifié, puisque de toute façon, il n'importait pas, il comptait pas, il était pas considéré lorsqu'on faisait la signature. Voilà, donc pour rappel, c'est pour ça qu'on avait absolument besoin de SegWit à l'heure actuelle, où on aurait eu besoin de Sigash et AnyPrevout. Mais voilà, SegWit c'était déjà prêt, Sigash et AnyPrevout c'était pas encore prêt à l'époque. Donc on a fait d'abord via SegWit et on a ignoré les avertissements qui étaient sur le fait qu'il aurait mieux fallu avoir du Sigash et AnyPrevout. Donc le concept de canal bidirectionnel, moi je sais pas exactement quels ont été les premiers canaux bidirectionnels. Donc tu parlais de Christian Decker, Sosten, moi j'ai pas vu de trucs là-dessus. J'avais vu des considérations par contre sur le fait que même avec des canaux unidirectionnels, si on créait un réseau de paiement derrière, il y avait moyen quand même de s'arranger pour faire un système où on reçoit via un autre canal de paiement en routant les paiements les uns à la suite des autres. Mais moi, je sais pas si tu as plus de détails sur le modèle de canal de Decker, mais je pense que c'est ceux
Poundrija qui ont vraiment lancé le truc, quoi. Donc, je sais pas si t'as vu cette. Ouais, alors, moi, Bah, il y j'ai avait. jamais. Ok, en fait, c'était ZMNSCP, là, le dev avec un nom bizarre. Il avait fait des posts, je sais plus si c'était dans les mailing lists ou des choses comme ça, mais il avait fait des posts en genre 2016 ou un truc comme ça, où il disait qu'en fait, si tu organisais la liquidité en triangle, donc que tu organisais en gros ta ABC, tu fais en sorte que un groupe de personnes ABC, il y ait A qui ouvre vers B, que B ouvre vers C, que C ouvre vers A. Et bien du coup, il appelait ça, je sais plus comment il appelait ça, des cycles ou des super cycles. Ça me fait marrer d'ailleurs parce que ça fait penser au truc, mais bon, il faisait penser à des cycles comme ça. Et il dit, bah voilà, là, A peut payer B, mais B peut aussi payer A en utilisant le canal entre B et C A. Donc il avait fait des discussions de ce type-là, où rien qu'avec des canaux unidirectionnels, déjà, on pourrait faire pas mal de choses si on les connectait entre eux. Mais après, bon voilà, c'était des considérations théoriques qu'il avait. Moi, j'ai rien vu sur les canaux bidirectionnels avant ceux de Poundrija. Alors, Ah oui, à Poundrija. Lightning, Ouais. ouais, Bah, je vois Lightning, 2015, moi, sur Google Scholar. Donc, c'est d'accord, la même année. bah, Il parle déjà de Hashtime Lock Contract dedans. Donc, je pense que ça a inspiré Drija quand même. Bon, ouais, ou alors c'était mentionné ouais. alors. Il y Bref, avait non, l'idée du routage. en Ouais. tout cas, Ouais. Ok. Donc ça reste du même acabit globalement, mais je sais pas du tout par contre s'il y a un mécanisme de révocation comme dans Poundrija. Enfin bref. Donc les canaux qu'on utilise aujourd'hui, donc on les appelle les canaux de Poundrija parce que c'est Drija et Pound, donc Joseph Pound, je crois, et Drija qui les ont créés, qui les ont proposés dans un papier en 2015 donc aussi qui s'appelait The Bitcoin Lightning Network, c'est Off-Chain Payment ou un truc comme ça. Enfin voilà, un nom bien qu'on retrouve assez facilement. Et donc Drija, il avait parlé à Surfing Bitcoin et j'avais beaucoup aimé sa présentation parce que justement, il a essayé de dire un petit peu qu'est-ce qui lui a donné l'idée, quelle est l'idée sur laquelle lui, il a vraiment trouvé quelque chose qui a été utile pour créer le Lightning Network. Et donc, en fait, si vous regardez la vidéo, si vous re-regardez sa conférence sur le YouTube de Surfing Bitcoin, vous pourrez l'entendre dire à un moment que, en fait, l'idée qu'il avait en tête, c'était de dire, bon, euh, il y aurait, il se posait lui aussi la question de comment on ferait pour faire des paiements sans avoir besoin de confirmation. Et il avait trouvé une manière simple de le faire, quelque part, c'était de dire, bah, il suffit que je donne ma clé privée à la personne que je veux payer. Donc, mettons que j'ai 0,1 Bitcoin dans une UTXO. Si je donne la clé privée de cette UTXO à la personne que je veux payer, eh ben c'est bon, elle est payée, non? Elle n'a pas besoin de confirmation, elle a la clé privée. Et évidemment, il sait bien, et on sait que c'est pas une bonne façon de faire, parce que oui, il n'y a pas besoin d'attendre de confirmation. Le problème, c'est que en fait, j'ai pas vraiment payé la personne, puisque moi, je connais toujours la clé privée. Même si je l'ai donnée, partagée à une autre personne, là, on se retrouve juste dans une course à qui bougera les fonds le premier afin d'être vraiment payé, quoi. C'est-à-dire que même si j'ai donné la clé privée à quelqu'un, moi, je peux encore bouger les fonds et bouger dans une autre UTXO et donc la personne n'est en fait pas payée. Et inversement, l'autre personne, si elle veut être sûre d'être payée, il faut qu'elle fasse une transaction avec l'UTXO dont je lui ai révélé la clé privée pour qu'il puisse la déplacer dans une autre UTXO pour laquelle il y a vraiment que sa clé privée que lui connaît qui peut la dépenser. Donc évidemment, c'est pas une bonne façon de faire. Mais quelque part, ce qu'il dit dans sa conférence à Surfing Bitcoin, Drija, c'est que il aimait bien l'idée. Donc évidemment, vous connaissez tous les Open Dime peut-être. Donc, enfin, les Open Dime de CoinKit, c'est une manière de faire une transaction de cette façon-là, exactement, mais safe, c'est-à-dire de la bonne façon. C'est-à-dire dans l'Open Dime, c'est pas un hardware wallet, mais c'est un genre de hardware wallet quand même, quoi, euh, qui peut contenir des bitcoins, donc, mais pour lequel vous ne connaîtrez, si le OpenDime est scellé, on ne peut pas en connaître la clé privée à l'intérieur. Donc, le OpenDime, c'est une façon de payer les gens. On met 0,1 bitcoin dans une adresse qui est générée par le OpenDime. Le OpenDime, il est physiquement scellé. Pour pouvoir enlever le sceau du OpenDime, il faut physiquement dégrader le OpenDime. Il faut rentrer une aiguille dans un trou qui va soulever une résistance et le OpenDime, il ne va pas clignoter pareil. Et si vous faites ça, alors vous pouvez lire la clé privée du OpenDime. Et donc, quand vous voulez faire un paiement à quelqu'un sans faire de transaction Bitcoin, bah,
vous avez mis l'argent que vous voulez lui donner, vous l'avez mis sur l'adresse dans le OpenDime. Donc, mettons que je sais pas, je dois payer, je veux acheter une voiture et je mets un Bitcoin dans un OpenDime pour payer la voiture, c'est le prix sur lequel on s'accorde. Eh bien, il suffit qu'une fois que j'ai chargé le OpenDime, je donne le OpenDime à la personne que je veux payer. Cette personne peut ensuite vérifier que le OpenDime, il est bien scellé, qui contient bien la bonne adresse avec l'argent sur la blockchain pour le paiement. Et voilà, la personne est payée. Elle peut continuer, soit elle peut casser le sceau du OpenDime pour déplacer les fonds vers d'autres adresses, soit elle peut continuer de mettre de l'argent dans le OpenDime si elle veut payer quelqu'un d'autre avec plus tard. Mais voilà, donc l'idée, cette idée qui est pas safe de donner sa clé privée, il est possible de le faire de façon safe si on prend du matériel. Évidemment, le problème du OpenDime, c'est que c'est pas comme du papier qu'on utilise pour le fiat. Ça coûte assez cher à produire. Il y a des composants et une fois qu'il a été utilisé, il n'est plus, une fois qu'il a été que le seau a été retiré, il n'est plus utilisable. Euh, et donc, il faut s'arranger autrement. Et en fait, Drija, l'idée qu'il a eue, c'est pas d'utiliser ce que l'on vient de dire, c'est-à-dire donner sa clé privée pour payer des gens, mais c'est donner sa clé privée pour potentiellement punir les gens dans le futur. Donc, je pense que là, ça va être, on va commencer à taper un peu dans le dur, dans le technique. Donc, en gros, avant de commencer, je pense quand même que c'est intéressant de vous parler d'une vidéo d'un gars que j'ai trouvé sur YouTube qui s'appelle Curious Inventor. Donc, quand vous pouvez, on va pas évidemment, on va pas la regarder maintenant, mais si vous avez du mal à comprendre, vous écoutez ce qu'on raconte, et puis si vous voulez voir un peu plus avec des images, des illustrations, ce qui se passe, vous avez cette vidéo de Curious Inventor sur l'explication du Lightning Network. Donc, c'est Curious Inventor, tout attaché, inventeur curieux en anglais, mais tout attaché, sur YouTube. Et vous avez un deep dive technique sur le Lightning Network, et vous avez aussi une vidéo un peu plus courte pour expliquer les grandes idées, pour expliquer comment fonctionne le mécanisme qui permet de punir les gens s'ils trichent dans Lightning. Donc on va faire déjà une approche un peu haut niveau de comment ça fonctionne, et puis après je vais aller dans le détail. Mais voilà, rappelez-vous que si vous n'avez pas compris, il existe une vidéo animée pour un peu mieux comprendre comment ça se passe sur la chaîne de Curious Inventor. Donc, l'explication haut niveau, c'est que si on veut un canal bidirectionnel, au fond, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est de rendre invalides les transactions, enfin de pouvoir punir les personnes qui éventuellement broadcasteraient les transactions précédentes. C'est-à-dire, au fond, donc, comme je disais, un canal de paiement, c'est un registre local. C'est-à-dire que c'est un registre de transactions, mais qui ne concerne que deux personnes, et on est exactement les deux personnes à gérer ce registre, ce qui fait que c'est non custodial et qu'on est souverain sur nos fonds en permanence sur ce registre. Et le fait qu'on ait notre propre registre a fait on peut changer les balances du registre, et ensuite, là où ça devient compliqué, c'est que le seul registre qui soit reconnu par tout le monde, c'est pas notre registre local, c'est le registre Bitcoin qui est global. Or, on vient de dire que le problème, c'est que si on ne veut pas attendre pour des confirmations et si on veut pouvoir faire beaucoup de transactions, ce serait bien de ne pas avoir à mettre toutes ces transactions sur le registre global. Donc, on va les mettre dans un registre local. Et donc, il faut s'assurer d'un moyen de faire en sorte que on puisse quelque part prouver que la manière qu'on a de faire les comptes à la fin, quand on décide de fermer notre registre, elle soit cohérente avec ce qu'on va déclarer sur le registre global qu'est la blockchain Bitcoin. Donc, cette déclaration qu'on va faire au registre global, c'est le moment où on ferme le canal, donc on diffuse une transaction qui dépense l'argent de notre canal de paiement. Et, euh, et donc, il faut qu'on soit capable de dire, bien, l'état sur lequel on est d'accord, eh bien, on va pouvoir de manière unilatérale le faire passer on-chain. Mais par contre, si jamais on prend si jamais il s'avère que sur la blockchain, on trouve un état sur lequel on n'est pas d'accord, c'est-à-dire la manière qu'on a de dépenser l'argent dans le canal, en fait, c'est pas la manière qu'on avait choisi c'est pas le dernier état sur lequel on s'était mis d'accord. Et bien là, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que ça se passe mal pour celui qui a diffusé, qui a réglé les comptes du canal de cette façon-là. Et donc, l'idée que Drija a eue, c'est d'utiliser le fait que on peut
faire ses punitions en donnant sa clé privée. Donc, ça utilise, en gros, ça utilise plusieurs soft forks. Ça utilise Check Sequence Verify qui a été faite en 2016. Dans l'implémentation actuelle, on utilise SegWit, mais on voit aussi que